tout le reste du corps médical, toutes les autres situations qui sont autres que la maternité, l'accouchement, tout le reste, dès que c'est dans un hôpital, c'est l'accompagnement de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ce sont donc des personnes qui sont victimes de maladies, d'accidents, de dégénérescence, etc. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Ce sont des victimes qui ont besoin d'un sauveur. Nous sommes en plein triangle de Karpman. Et si la victime n'est plus une victime, les sauveurs sont désemparés. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder, une fois de plus, mais du temps a passé entre l'épisode où j'avais déjà un peu abordé ça, le rapport avec le personnel soignant. Alors là, nous avons choisi avec ma compagne d'aller dans une clinique. Bon, c'est pas le premier choix que nous avons fait, mais finalement, voilà, c'est avec cette clinique depuis plusieurs mois que nous préparons l'accouchement, l'enfantement que nous souhaitons. Et donc à ce titre-là, j'ai envie de témoigner de ce qui se passe, de comment c'est d'être avec du temps pour penser le projet de naissance, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le terme approprié pour l'institution médicale. Un projet de naissance, mais vraiment, on a le temps de s'y employer. Il se trouve que nous sommes passés par plusieurs phases, et puis donc il faut savoir que je raconte vraiment notre expérience. Donc ça veut dire que toutes les expériences sont différentes. Tous les accouchements sont différents, mais tous les parcours qui mènent à un accouchement sont différents également. Et à ce titre-là, voilà, je dis pas que ça doit se passer comme ça, ou ça devrait pas se passer comme ça, ou je relate simplement ce qui nous est arrivé. Ce qui nous est arrivé, c'est que on s'est beaucoup informé, on s'est beaucoup renseigné, on a appris beaucoup de choses et on a formulé un projet de naissance assez conséquent et assez exigeant, qui va vers une naissance la plus naturelle possible au sein d'un établissement médicalisé, hospitalier. Et donc, à ce titre-là, nous sommes le cul entre deux chaises, entre deux mondes. Bon, ça tombe bien, hein, c'est un petit peu l'habitude que j'ai depuis le début de mon existence, et je crois que ma compagne me rejoindrait sur cette affirmation. Être entre deux mondes, c'est un petit peu, et avoir le cul entre deux chaises, c'est un petit peu notre habitude. Donc, quelque part, il doit y avoir une justesse là-dedans, quelque chose de rassurant pour nous. Disons qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, ça constitue une partie de notre sécurité, je crois, d'avoir le cul entre deux chaises. Et donc, on l'est pleinement. Hein, c'est vraiment fou, à ce point-là, d'être autant entre deux mondes. Puisque nous avons été jusqu'à formuler, parce qu'on nous a dit que c'était possible, hein, on nous a encouragés à formuler un projet de naissance. On nous a encouragés à prendre le temps de le faire. On nous a encouragés à formuler personnellement ce que nous voulions, les souhaits qui étaient les nôtres, comment on voyait ça, qu'est-ce que ça réveillait chez nous, et comment on envisageait que ça se passe. Et nous sommes allés vers une volonté d'un projet qui exprime de façon la plus naturelle possible ce que ça peut être qu'un accouchement. En fait, en gros, on a décidé de nous informer sur ce que c'était qu'une grossesse et un accouchement, quelles étaient les capacités, les possibilités du corps. Elles sont incroyables. C'est sidérant de voir à quel point c'est bien fait. Et comme c'est bien fait, c'est comme si on s'inclinait devant cette magie qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre, mais dont on a appris suffisamment de choses pour dire, bon, on s'incline. Le corps sait ce qu'il fait. Le corps sait faire. Il sait comment faire les choses pendant tout le long de la grossesse et il sait comment faire les choses pendant tout l'accouchement. Et donc du coup, on met au centre la façon dont on va s'incliner devant ce savoir du corps de ma compagne et lui laisser le plus grand espace possible, la plus grande disponibilité à ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'on veut créer au sein d'une clinique. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est ambitieux et c'est intéressant la façon dont ça se passe parce qu'il y a vraiment pas de... Je fustige pas du tout l'accueil qu'on nous fait et tout, c'est hyper chouette. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont quand même très ouverts, très accueillants
et puis disponible. Donc du coup, c'est vraiment très positif. Première chose, donc pour que le corps puisse gérer de façon naturelle et physiologique une grossesse et un accouchement, et ben pour maximiser ça, pour se mettre au service de ça, pour que tout soit mis au service de ce corps qu'il sait ce qu'il fait et qui peut et qui a les moyens de le faire, sauf contre-exemple évidemment, mais là bon, on est plutôt dans une grossesse entre guillemets normale, c'est-à-dire c'est une grossesse qui est venue naturellement, qui a tenu naturellement et qui, avec toutes les mesures qui ont été prises et tous les tests qui ont été faits, n'a jamais été problématique pour le corps médical. Il n'y a jamais eu d'alarme qui a sonné. C'est fou. On a une chance formidable. Bon, eh bien, au sein de ça, donc ça veut dire qu'on peut aller légitimement vers un accouchement naturel et physiologique à 100%. Parce qu'en fait, justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de maximiser ça jusqu'à 100%. Évidemment, on sait qu'en affirmant 100%, on aura peut-être 80, on aura peut-être 70. Mais on ne peut pas ne pas affirmer que c'est l'entièreté qui nous plaît. C'est le 100% que l'on vise. On voudrait qu'au moment de cet accouchement, tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité dans laquelle ma compagne doit se trouver, se sentir, se ressentir, être plongée dans une sécurité telle, une intimité tellement forte, une sécurité tellement englobante qu'elle puisse s'incliner, laisser son corps, lui prodiguer ce qu'il sait au-delà d'elle-même, puisqu'elle n'a jamais eu cette expérience concrètement. Mais son corps sait, parce que ça fait des milliers et des milliers et des milliers d'années que ça se passe comme ça. Et donc, eh bien, l'espèce, la biologie, la physique, la chimie, tout ce que le corps a développé de savoir-faire, eh bien, ce sera accessible pour peu qu'on laisse la place, qu'on s'incline devant. Donc, c'est en aucun cas une prise de pouvoir sur l'établissement médical, mais c'est une volonté de réduire au minimum l'interventionnisme médical automatique des protocoles actuels. Parce qu'en fait, mélanger l'accouchement naturel et la mentalité médicalisée, pathologisante, c'est le meilleur moyen pour donner raison au fait que ça ne se passe pas comme prévu. Il est très difficile pour le personnel soignant, aussi ouvert d'esprit soit-il, de renoncer à intervenir, à suivre des protocoles. J'ai été frappé l'autre jour en réalisant que l'hôpital, dans son entièreté, n'avait que des personnes qui venaient parce qu'ils avaient un problème. L'exception à cette règle du fait d'accueillir des victimes, c'est l'accouchement. Je trouve que, je sais pas à quel point ça peut te parler quand je dis ça, mais j'ai trouvé ça hyper éclairant. Tout le reste du corps médical, toutes les autres situations qui sont autres que la maternité, l'accouchement, tout le reste, dès que c'est dans un hôpital, c'est l'accompagnement de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ce sont donc des personnes qui sont victimes de maladies, d'accidents, de dégénérescence, etc. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Ce sont des victimes qui ont besoin d'un sauveur. Nous sommes en plein triangle de Karpman. Et si la victime n'est plus une victime, les sauveurs sont désemparés et peuvent devenir des bourreaux, potentiellement, par orgueil, par manque de recul, par un élan absolument inexistant de se remettre en question ou par difficulté de le faire. C'est pas de la mauvaise volonté la plupart du temps, mais c'est par faire sortir ces personnes du triangle de Karpman, c'est compliqué. Ce sont des sauveurs qui ont besoin de victimes pour être des sauveurs. Si on se présente et si on arrive et qu'on n'est pas une victime, alors on enlève la possibilité au personnel soignant d'être sauveur de victimes. Et là, il y a quelque chose qui s'effondre et qui est plus ou moins bien supporté par la personne en face. Parce que si elle a l'habitude juste d'être sauveur, si on lui enlève ce pouvoir, ce rôle,
eh bien, il n'y a plus rien qui tienne, et donc du coup, c'est l'effondrement. Donc pour pas que ça s'effondre, eh ben, il va passer en mode bourreau pour qu'on redevienne victime et qu'il puisse à nouveau nous sauver. Il n'est pas rare, dans certaines situations, de voir que le personnel soignant, et c'est pas de la mauvaise volonté, une fois de plus, c'est pas mon ennemi le personnel soignant du tout, hein. Y a pas de, j'ai pas du tout envie de jeter le discrédit sur ce que vous faites. Si tu es personnel soignant, j'ai un infini respect pour ce que tu fais, il y a pas de problème. Juste, il y a un angle avec lequel j'ai envie d'éclairer la situation et je trouve que je l'ai pas entendu beaucoup, celui-ci. Et j'avais envie de le montrer aujourd'hui, c'est nous avons affaire à des personnes qui ont l'habitude de sauver des victimes dans toutes les autres, voilà, je sais pas, le département oncologique c'est ça, urologique c'est ça, etc. Donc on doit sauver des victimes de la douleur qu'ils ressentent, les sauver de la maladie qui est en train de les mettre à terre, on doit les sauver de la mort. D'ailleurs, c'est pas rare qu'on dise ils sauvent des vies. Pas loin, la banalité à dire après médecin ou aide-soignant ou etc., c'est il sauve des vies. Et donc à ce moment-là, le mot de sauveur est directement employé une seconde après avoir dit le métier en question. Donc c'est très significatif pour moi. C'est-à-dire que si on n'est pas des victimes, parce qu'on arrive en disant l'accouchement c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est pas quelque chose qui nous menace, c'est quelque chose de naturel, parce que sinon il n'y aurait plus d'espèces, en fait, tout simplement. C'est ce qui garantit la perpétuation de l'espèce. Donc du coup, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, et je n'ai pas à être sauvé. Nous ne vous demandons pas de nous sauver. Mais c'est pas un affront qu'on vous fait, c'est juste un constat, c'est dire, s'il vous plaît, ne nous sauvez pas. Et ne créez pas des situations dans lesquelles, après tout, vous serez en capacité de le faire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que il est possible, après coup, de constater que le personnel soignant, c'est là où j'en étais tout à l'heure, j'y reviens, le personnel soignant nous a sauvés d'une situation qu'il a lui-même créée par les protocoles qu'il utilise. Et là, dans l'accouchement, c'est vraiment très visible. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Ma compagne veut maximiser le fait d'être dans sa bulle. Moi, mon travail, c'est d'essayer de maximiser ça pour elle, de tenir hermétique cette bulle où elle se sente vraiment en possibilité de s'incliner face à ce corps qui fait des choses incroyables et inimaginables pour la tête. Si la tête est allumée, c'est la fin de cette possibilité de laisser le corps vraiment agir comme il l'entend, de lui laisser indiquer les positions qu'il faut prendre pour que l'enfant bouge dans la bonne direction, dans la bonne position, etc. Et puis de laisser la place à quelque chose qui nous dépasse largement, mais qui a fait ses preuves depuis des milliers d'années. Et effectivement, oui, il y a des accouchements qui se passent mal, il y a des problématiques. Et donc c'est là, en fait, où le personnel soignant devrait trouver son rôle, c'est superviser au maximum pour que l'accouchement se déroule naturellement. Et puis au cas où, je sais pas, moi, il y a un bébé qui se présente par le siège et qui est très très gros, là, on peut considérer quand même qu'il y a des risques. Et là, oui, le médical a du sens. S'il y a une hémorragie également, etc. Mais pas avant. Parce qu'en fait, quand on dit il vaut mieux prévenir que guérir, moi j'ai l'impression qu'en termes d'accouchement, c'est presque pas ça qu'il faut faire. Si on prévient, alors on aura à guérir aussi. Et vraiment, c'est un truc, c'est une hypothèse, hein. C'est pas une certitude, je veux dire, c'est pas une nouvelle loi. Mais j'ai l'impression qu'à trop prévenir, on risque bien de guérir, quoi. Donc je donne cet exemple où l'intimité, c'est le fait de ne pas avoir à gérer de situation autre que ce que le corps est en train de dire, donc de ne pas avoir à s'allonger, parce qu'en fait finalement la pesanteur ne joue plus son rôle et le corps ne peut plus prendre de position qui aiderait l'enfant à descendre. Non, il faut s'allonger pour subir un toucher vaginal. Et le toucher vaginal, c'est fait pour que on sache où en est le travail. Est-ce que le personnel soignant estime que dans les normes, il est rassuré avec le fait qu'on en soit à 6 cm d'ouverture du col à ce moment-là de l'accouchement. Est-ce que eux, ça leur paraît correct ? Mais si, pour vérifier que tout se passe bien, on est obligé d'interrompre quelque chose qui fait que ça se passe bien, c'est absurde. Et donc le fait d'être interrompu toutes les heures pour savoir où ça en est, pour savoir si ça suit bien le rythme de la moyenne des gens, eh bien c'est interrompre ce que le corps est en train de dire et on peut avoir plus ou moins de facilité à revenir dans cette bulle après. Et donc du coup, si on est interrompu tout le temps, on va finir par ne pas pouvoir laisser la place au corps et donc
ça nécessite effectivement de la médicalisation parce que on stresse, donc on retient l'enfant parce qu'on ne laisse pas le corps faire son travail, donc du coup l'enfant il descend pas parce que le corps il est stressé, il est tendu, et donc du coup on est obligé de déclencher une césarienne. Et là à ce moment-là, oui, on a besoin du personnel soignant, mais c'est dommage d'en avoir besoin à ce moment-là. C'est dommage parce qu'en fait, peut-être, et il y a de grandes chances que si on avait laissé la bulle de sécurité s'exprimer avec tout ce que le corps peut faire à l'intérieur, il n'y aurait pas eu besoin de ça. Il n'y aurait pas eu besoin de ça, et il y aurait eu juste simplement une femme à l'écoute de son corps, qui s'incline devant ce que son corps sait faire, qui le laisse faire ça, et qui est partie prenante de ce qui est en train de se faire, qui a donc vécu l'expérience de donner la vie. C'est elle qui l'a fait. C'est son corps qui lui a dit comment faire. C'est quelque chose d'une puissance énorme. C'est au-delà de ce que l'on vit la plupart du temps. C'est quelque chose d'ancestral. C'est quelque chose qui nous connecte à de l'incompréhensible, du magique, du merveilleux, du puissant. Ça nous dépasse complètement. Et c'est pour ça que, en tant qu'humain, on a tendance à ramener ça dans un cadre plus petit, qu'on peut maîtriser pour savoir est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire. Dans ces cas-là, tac, 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 tac. Et on fait des protocoles de partout et on aiguille les situations selon ce qui se passe par rapport à une norme. Mais ces normes, parfois, au bout d'un moment, quand on a mis la première norme et qu'on a fait 10 ans de cette première norme, on la considère plus comme étant à remettre en question potentiellement, alors que c'est peut-être cette norme qui va en donner une deuxième, et puis cette deuxième qui va en mettre une troisième en place, etc., etc. Donc si on ne globalise pas la réflexion, si on spécialise la réflexion et que tout le monde fait comme pour monter une voiture, moi je monte les pneus, toi tu montes les essuie-glaces, le moteur ou j'en sais rien, et on perd de vue la globalité de tout ça. Voilà pourquoi, dans une volonté de faire un accouchement le plus naturel possible, une des choses qui peut se dresser en travers de la route de cette envie de faire les choses naturellement, mais c'est le fait de ne pas être suivi par une personne de A à Z dans le processus. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, le jour J, qui va être une personne qu'on a déjà croisée. Potentiellement, on va être qu'avec des personnes qu'on ne connaît pas, avec lesquelles on n'a jamais parlé, alors qu'on nous a posé déjà 1000 questions et qu'on y a répondu. Et donc ça va être marqué sur un dossier que la personne aura plus ou moins le temps de lire selon l'emploi du temps qui sera le sien. Et elle sera plus ou moins encline à faire de l'accouchement naturel sa priorité ce jour-là. Est-ce qu'elle aura le temps, la disponibilité et l'ouverture d'esprit pour faire place à ce qu'on a envie de vivre, à comment on voit les choses? Est-ce qu'elle pourra nous appuyer, nous aider à l'endroit où on a juste besoin d'elle, dans sa capacité à se retenir d'intervenir? C'est vraiment ça dont on a besoin. On demande ça en fait. Une salle d'accouchement, j'imagine que tu le sais, ça s'appelle une salle de travail. La personne qui travaille, c'est la personne qui accouche. C'est la femme qui accouche. C'est elle qui travaille. Et c'est son corps qui travaille. Et donc si on s'en tient à ça, ça veut dire que toutes les personnes qui sont autour ne travaillent pas, mais permettent ce travail. Et pourtant, être employé, salarié d'une institution médicale, c'est un travail. Et donc parfois, pour ressentir la légitimité de ce que l'on fait, de notre métier, on va avoir tendance peut-être des fois à provoquer des contextes qui font que l'on peut à la fin dire « j'ai bien travaillé, j'ai fait ce qu'on attendait de moi ». Être payé pour accompagner quelqu'un et lui permettre une expérience unique, profonde, incroyable, qui touche au vertige de ce que la vie peut autoriser comme magie, c'est moins concret. La tarification à l'acte, c'est beaucoup plus concret. La tarification à l'acte, c'est le besoin de preuve de l'utilité concrète des gens qui sont dans les hôpitaux en train de travailler. Si tu as fait tant de, de césariennes, là, tu as servi à quelque chose. Si tu étais dans la pièce au cas où ça se passe mal, mais que tu as tellement retenu tes gestes que cette personne elle a été capable de le faire toute seule, c'est beaucoup moins facile de voir la légitimité de ça à l'échelle où on est dans la pièce avec une blouse blanche, et encore plus à l'endroit où on envoie l'argent pour dire lui on le garde, il a fait du bon travail. C'est difficile de considérer que c'est du bon travail de ne pas intervenir, alors que ce qu'on souhaite tous dans la vie, c'est d'être indépendant, j'ai l'impression. En tout cas, moi, mon ambition, quand je vais voir un professionnel, c'est pas qu'il fasse à ma place, c'est plutôt qu'il m'apprenne à faire par moi-même.
Il y a des domaines qui m'intéressent pas du tout et je délègue ça volontiers parce que ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, on peut ne pas du tout être passionné par la mécanique automobile et on laisse sa voiture à son garagiste et on délègue le fait de devoir s'intéresser à ce sujet-là parce que on peut pas tout faire. Mais si jamais, et je sais qu'il y a des garages qui font ça, on regarde le garagiste en train de réparer sa voiture, ça veut dire que la prochaine fois, potentiellement, on pourra le faire nous-mêmes. Et c'est vrai que ça enlève du travail à ce garagiste, donc il a intérêt aussi, des fois, à ne pas dire ce qu'il est en train de faire, etc., etc. Mais la légitimité de nos métiers, parce qu'on pense que le travail, c'est une valeur et qu'il faut prouver qu'on a fait plein de choses pour valoir le coup, et parce qu'on n'est pas suffisant juste en étant là, et qu'on n'est pas soutenant juste en étant là, qu'on n'arrive pas à contacter l'inestimable valeur. Donc, il n'y a vraiment pas de quantification possible à notre valeur humaine, mais elle nous préexiste. Je suis, donc je vaux le coup, on pourrait dire. Je suis, donc j'ai de la valeur. Une valeur inestimable. Et c'est difficile de quantifier ça, donc c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment aller dans cette direction-là. Bref. Donc je me suis rendu compte que le monde médical était à 99% fait pour accueillir des victimes et les sauver. Si la personne ne se présente pas comme une victime, elle peut devenir bourreau de cette personne pour que cette personne redevienne victime d'un bourreau, puis arriver par un autre endroit avec d'autres personnes pour le sauver. Donc, on est dans un triangle de Karpman, et je pense qu'on est dans ce triangle-là quand on n'est pas encore adulte, tel que je l'ai présenté dans un épisode qui s'appelle « C'est quoi devenir adulte ?», et que je t'invite à consulter si jamais t'es curieux. Le fait d'être adulte, pour moi, je résume ça brièvement, c'est d'être ses propres parents intérieurs. Et c'est donc ne plus avoir besoin d'être une victime, ne plus avoir besoin d'être un sauveur, et ne plus avoir besoin d'être un bourreau. C'est sortir de ce triangle infernal qui nous coupe finalement, d'une richesse plus grande. Ce qui nous coupe d'une largeur et d'un vertige qui peuvent être délicieux, qui peuvent être structurants d'une certaine façon, même si ça paraît bizarre. Et il se trouve que je vois dans cette situation que je dépeins, qui peut être dépeinte de 1000 autres façons, bien sûr, mais là j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire, en fait, le personnel soignant, quelque part, c'est basé sur une envie d'enfant. Il y a des enfants qui ont envie de devenir médecins. Il y a des parents qui voudraient que leurs enfants soient médecins, pour être sûr de ne pas avoir à trop se poser de questions. C'est-à-dire que si ton enfant devient médecin, tu as été un bon parent et ton enfant il est super parce qu'il sauve des vies. Donc en fait, il y a tout qui est réglé assez rapidement. Donc je vois que on joue au docteur quand on est petit. On joue au docteur, et on joue à sauver les autres. Et on dit voilà, la vie est pas plus grande que moi, non, moi si je fais ça, toi t'es sauvé. Et donc du coup, on joue à une sorte de toute puissance dans cet exercice-là, et en même temps on est des bonnes personnes parce qu'on a ce souci de l'autre, cette envie de lui venir en aide, et donc du coup il y a plein de choses qui font que c'est quelque chose d'enfantin. C'est pas que enfantin, mais on peut le vivre de façon enfantine. Et l'enfant, il peut trépigner, taper du pied par terre, il peut se rouler par terre parce que on lui a pas laissé faire quelque chose. Et donc, j'ai réalisé, quelque part, que je me sentais parfois infantilisé dans le rapport avec le personnel soignant, dans la façon dont on s'adressait à moi. Vous voyez bien que dans les hôpitaux, souvent, on va dire « c'est bon, vous avez bien fait pipi », etc. Donc en fait, il y a un retour à l'enfance d'une certaine façon. Et ça peut faire du bien, parce qu'on peut se laisser aller. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont en hôpitaux psychiatriques, par exemple, parce qu'ils en ont marre de lutter, en fait, à essayer de faire autre chose. Ils veulent être pris en charge à 100%, et je peux les comprendre, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on va les assommer avec des médicaments, on va leur fournir de quoi manger, de quoi dormir, des activités, un endroit où ils vont pouvoir s'aérer, et puis on va leur dire quoi faire, quand, etc. etc. Et donc ils vont lâcher cette responsabilité d'être eux-mêmes, cette douleur qu'ils ont à ne pas arriver à le structurer, ça. Et donc du coup, on va se retrouver infantilisé, souvent, dans ces milieux-là, dans ces endroits-là. On va se retrouver avec les fesses à l'air, avec la blouse. On est souvent couché, on est souvent en dessous. On est allongé à la merci de ce qu'on nous dit de faire. Allez-y, écartez les jambes, ouvrez la bouche, il faut que je prenne votre tension. Ah bah ça va, ça se passe plutôt bien. Ce monde-là est quand même propice à l'infantilisation des gens qui viennent. C'est comme si c'était une grande maman, l'hôpital. Les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes assurent, quelque part, ce qu'une maman, dans le côté vraiment stéréotypé du genre, fait. Elles viennent donner à manger, nous dire quand il faut dormir, nous dire quand il faut se lever.
elles nous prennent en charge. C'est vraiment ça. Donc on est infantilisé. Et donc quand on est infantilisé, on a tendance à croire que l'autre est devenu un adulte. Donc du coup, si je me sens infantilisé, je vais avoir tendance à lutter contre un adulte. Ou à accepter le fait que je sois un enfant et que la personne en face soit un adulte. Ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est qu'en fait, je me sentais infantilisé par des enfants. Et ça, c'est assez bizarre de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que je peux voir les enfants qui jouaient au docteur, qui ont bien voulu suivre la direction que leur ont donné leurs parents en disant tu seras médecin, etc. Évidemment tout n'est pas comme ça, je vais dans des poncifs, évidemment. Mais je veux juste essayer de montrer un point qui me paraît assez intéressant, c'est de dire je me sens infantilisé par des enfants, donc ce qui fait que je suis un sous-enfant d'une certaine façon. Je dois donner le crédit à la personne qui est en réalité un enfant en train de jouer à sauver des victimes. Je dois lui donner le crédit d'être un adulte. Et si moi je cesse d'y croire, si je remets en question ça, il peut y avoir des effets délétères, il peut y avoir une magie qui se casse, il peut y avoir une mise en scène qui ne tient plus. Et ça, c'est dangereux, parce que ça fait réagir les gens. On joue pas le jeu. Et ne pas jouer le jeu, c'est perturber, c'est remettre en question, c'est mal vu. Donc à ce titre-là, je ne mène pas de guerre contre le personnel hospitalier. C'est super que ça existe. Il y a plein de trucs qu'ils savent faire que moi je sais pas faire. Donc je me sens pas compétent plus qu'eux, pas du tout. Si tu as fait des études de médecine, il y a plein de choses que je sais pas et que tu connais beaucoup mieux que moi. Là, en l'occurrence, l'accouchement, c'est juste l'exception. L'exception du fait que là, non, c'est pas une personne esquintée qui vient. C'est pas une personne affaiblie qui vient. C'est une personne qui va donner la vie. C'est une personne puissante. C'est une personne qui, si jamais on la laisse vraiment contacter, a déjà le savoir nécessaire dans son corps pour faire ça correctement. Et de la plus belle façon qui soit. C'est une personne qui peut prendre du pouvoir à l'endroit où elle vit ça elle-même et où elle vit son accouchement, elle le fait. Elle le vit, elle le traverse, elle l'expérimente le plus possible. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Il y a des possibilités de ne pas le faire, c'est super. Mais si ça devient la norme, alors c'est très bizarre de se sentir obligé de ne pas vivre une étape importante de vie. Parce qu'à travers cette étape-là, on contacte quelque chose qu'on ne peut pas contacter autre part que dans les grands moments de passage, les moments charnières de vie. Les moments où on change d'état, on change profondément, qui on est va changer à tout jamais. C'est le moment de le sentir corporellement pour la femme, qui donne la vie. Et je refuse qu'on vole par principe ce moment-là à ma compagne, qui a envie de le vivre. Le fait qu'on veuille ne pas le vivre, moi j'ai pas de problème avec ça, mais ma situation c'est que ma compagne veut le vivre et j'ai envie de défendre ça. J'ai envie de défendre ça, mais sans faire la guerre, en disant c'est à moi juste de faire comprendre, en respectant le personnel soignant pour tout son savoir immense, savoir technique, d'intervention. Je vous respecte pour ce savoir-là, mais nous n'en avons pas besoin jusqu'à preuve du contraire. Et la société dans laquelle on vit nous oblige pratiquement à le faire chez vous. Puisque pour accoucher à la maison, il faut contacter des sages-femmes qui sont un peu planquées, qui n'ont pas, qui ont un savoir immense et un courage immense que je respecte infiniment, mais qui n'ont pas d'assurance. Donc du coup, en fait, elles sont obligées d'être hors la loi pour faire le truc. Et ça, déjà, je trouve ça incroyable. Donc du coup, nous, on va aller le faire au sein d'un établissement médical auquel on va demander de ne pas être un établissement médical comme d'habitude. On va lui demander de nous laisser faire et d'intervenir vraiment seulement si ça se passe pas comme il faut et si on bascule de la physiologie à la pathologie. À ce moment-là, ils ont toute leur place pour reprendre leur protocole, parce que là, il y aura urgence, et quand il y a urgence, ils savent comment s'y prendre. Mais pas avant, s'il vous plaît, pas avant. Du moins pour les gens qui en font la demande. Voilà. Et donc du coup, j'attire votre attention sur le fait que ce que j'ai compris, c'est que le milieu hospitalier n'avait pas peut-être cette conscience du fait que l'accouchement est une exception au fait que ce sont des gens amoindris qui viennent et qui ont un problème pathologique, qui ont besoin d'être sauvés de quelque chose qui les attaque. L'accouchement ne fait pas partie de ces situations-là. C'est l'exception. Ce que vous avez à gérer, ce n'est pas du médical comme d'habitude. C'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est pas un accident, c'est la vie. Et là, à ce moment-là,
Plutôt que de sauver la vie, permettez-la. Encouragez-la, soutenez-la, préservez-la.